Bonsoir Christian de Cacré. Bonsoir Blanche. Donc vous êtes le... Tout va bien. Est-ce que je peux dire juste un mot en introduction pour enlever un agacement à Tugdual qui ne veut pas dire que le plus vieux métier du monde, c'est... Eh bien, le plus vieux métier du monde, c'est le mien. Tant il est vrai que ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est sa capacité à procéder à la sépulture d'un des siens selon certains comportements qui sont empreints de dignité et qui sont empreints surtout d'une culture spécifique à une époque spécifique. Et aujourd'hui, par exemple, dans la société française, si on regarde comment on enterre nos morts, eh bien, on a un observatoire absolument passionnant sur l'état de notre société. Très bien, merci de cette précision. Ça va ? Tugdual sourit. Est-ce que vous pouvez déjà, pour commencer, nous expliquer en quoi consistent ces œuvres au service catholique des funérailles ? Le service catholique des funérailles, à l'origine, il y a au fond le fait de ne pas accepter un grand paradoxe qui est que ces services sont aujourd'hui socialement très mal perçus. Si vous dites que vous travaillez aux pompes funèbres, moi quand j'ai commencé dans ce secteur, je me souviens quelqu'un dans ma famille a dit c'est pas grave, on ne le dira pas. On dira que tu travailles dans un groupe, voilà. Donc il y a cette image sociale et en même temps il y a cette utilité sociale. Vous voyez, il y a quand même un paradoxe incroyable là. Pourquoi des services dont on a tant besoin, et on en a d'autant plus besoin qu'on est dans un état de perdition absolue, dans bien des cas, dans les grandes villes, dans l'ignorance de cette culture du funéraire que des générations avant nous avaient. On savait comment, par des solidarités, vous savez comme moi qu'une des œuvres de miséricorde, c'est d'ensevelir les morts. Et bien aujourd'hui, face à cela, il y a un réflexe, c'est de prendre son téléphone et d'appeler les services funéraires. Alors pourquoi ces services, dont on a autant besoin, qui apportent un tel service, sont aujourd'hui englués, le mot n'est pas trop fort, dans une forme de commerce qui est perçu de façon très négative, parfois d'ailleurs avec excès. Mais c'est vrai que ce commerce est là parce qu'on sent qu'il y a une sorte de cercle vicieux, au fond. Le regard social est péjoratif. Dans ce contexte de tabou de la mort, il y a comme une espèce d'obscénité à faire tout ça. Et du coup, se développe ce petit commerce et qui dénature la relation. Donc le service catholique des funérailles, à l'origine, c'est d'essayer de préserver la relation d'accompagnement, qui passe par des prestations de services, mais qui n'a pas pour fin ces prestations de services. Et pour avoir une relation d'accompagnement la plus saine possible, il faut essayer déjà de déblayer le terrain de tous ces enjeux mercantiles, donc de réduire la prestation à l'essentiel, avec beaucoup de simplicité, se mettre dans un statut associatif pour ne pas avoir des actionnaires sur le dos. Moi, j'ai travaillé dans ces secteurs avec des actionnaires américains. Maintenant, ils sont devenus russes. Bon, dans les deux cas, ils sont un peu exigeants. Non, c'est se dire, voilà, on va gagner notre vie avec ce qu'on fait, mais on va surtout essayer, jour après jour, de pouvoir rencontrer la souffrance des gens que nous rencontrons, de pouvoir la nommer, de pouvoir dire, c'est tel deuil et pas celui d'un autre. Et de suivre cette famille depuis l'entretien amont jusqu'au jour des obsèques. Autant de choses qui ne se pratiquent pas dans les grandes villes aujourd'hui. Très bien, merci. Donc cette injustice que j'ai évoquée tout à l'heure, l'article 52 du projet de loi santé, qui voulait interdire les soins de thanatopraxie à domicile, expliquez-nous en quoi c'était une injustice, pourquoi ça vous a sauté au cœur ? Alors, je suis un professionnel de terrain, c'est-à-dire que je ne philosophe pas, là je parle de choses concrètes. Sur ce terrain de mon travail, il y a une circonstance particulière, un comportement qui me semble important d'encourager, en tout cas d'accompagner, c'est celui de la veille des défunts dans les domiciles. Les gens ne savent même pas qu'on peut le faire. Quand une personne décède à l'hôpital, ils ignorent complètement qu'on peut ramener cette dépouille. Donc on est là sur un terrain, je dirais, très fragile. Et voilà qu'il y a de cela quelques mois, j'apprends au détour d'une conversation que le gouvernement avait l'intention, pour ces veillées au domicile, d'obliger, pour que le corps soit, et c'est indispensable, préparé, pour pouvoir rester à l'air libre plusieurs jours et plusieurs nuits, que ce corps devrait être déplacé dans ce qu'on appelle des lieux dédiés, les fameux funérariums, lieux où on concentre la mort, de sorte qu'on ne la voit vraiment plus et qu'elle sort du champ social, ce que évidemment produit aujourd'hui la société dite de la mort interdite. Alors, moi j'ai vu ça, je me suis dit non seulement c'est totalement absurde, mais en plus, ma profession va se lever. Ils sont comme moi, ils reçoivent les mêmes familles, qui ont les mêmes détresses, en ville comme à la campagne. Or, ils savent comme moi que une personne qu'on a veillée chez elle, n'est-ce pas ? Vous voyez la continuité que ça représente dans le soin, la présence et cette vie qui part. Et soudain, le professionnel funéraire devrait arriver avec son brancard, sa housse, bzzzt, les sangles.
on descend l'escalier, on parcourt des kilomètres dans un lieu inconnu pour ramener après le corps. Non mais c'est juste. Alors vous voyez, la difficulté aussi en vous racontant ça, c'est que je me dis, bon, je vous projette une réalité professionnelle qui est à 100 000 lieues de votre quotidien, mais accueillez cette parole de professionnel et croyez que véritablement il y avait là matière pour moi à m'insurger. Mais encore une fois en me disant, la profession va agir. Et en fait, je suis arrivé au mois de septembre, après mes vacances réussies, en réalisant que rien n'avait changé, que le texte avait été voté en première instance à l'Assemblée nationale, que nous allions arriver au Sénat et que finalement, la petite association que je représente, toute petite, une goutte d'eau dans cet ensemble de prestataires, si elle ne bougeait pas, si nous ne faisions rien, eh bien ce texte allait passer. Et qu'est-ce qu'il aurait eu comme conséquence ? Eh bien, il aurait fini d'éradiquer le peu de veillées au domicile qui subside dans notre société. Croyez-moi, c'est vraiment ça que ça aurait eu pour conséquence. Parce que le professionnel qui gère son funérarium et qui a à appliquer ce genre de formule, ce genre d'obligation, il n'a pas de difficulté pour dire à la famille, écoutez, voilà, c'est assez embêtant, la loi prévoit que, enfin écoutez, je crois que ce serait quand même mieux de vous mettre à l'abri, au fond, de cette réalité. Il aurait fallu être bien motivé pour pouvoir imposer presque à ces professionnels ce maintien. Et qu'en tout cas, ce transport était quelque chose d'infamant, d'indigne. Alors qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, on s'est lancé, on s'est dit, puisque personne... La folie d'espérer contre toute espérance, vraiment. Et donc, on a jeté quelques tentatives comme ça auprès de quelques élus au Sénat. Et là, première confirmation, vraiment, les retours immédiats, à coup de SMS, parce qu'on a tous des relations au Sénat, et ce n'est pas au nom de ces relations qu'on m'a répondu si vite, c'est parce que tous mes interlocuteurs, ce n'étaient pas des dizaines, mais c'était un certain nombre, réagissaient au quart de tour en disant oui, ok, il y a un truc. Même le sénateur socialiste qui a réformé le secteur funéraire il y a de cela 15 ans a tout de suite répondu en captant la problématique et en reconnaissant qu'il y avait là un problème. Donc nous avons, alors bien sûr, tout de suite après, obtenu gain de cause en amendant le texte de Marisol Touraine au Sénat, mais on s'est dit tout de suite, facile, parce que peut-être un clivage gauche-droite nous était plus favorable, qui sait. Mais encore une fois, je ne crois pas que le sujet soit clivé sur ce plan-là. Ce qui s'est passé derrière, c'est que nous sommes allés porter cette même parole auprès des pouvoirs publics. Et là, c'est très étonnant, parce que toute la phase d'audition de la profession était passée, et que nous étions à l'étape ultime de la procédure législative, et que normalement, il n'y avait plus la place pour ça. Or, surprise, nous sommes accueillis de façon pris très au sérieux par nos interlocuteurs, qui nous écoutent, gênés, mais qui nous écoutent. Et moi, je goûte à ce moment-là cette force extraordinaire. Et vraiment, je vous souhaite de vivre la même chose, qui est de défendre authentiquement le bien commun. Et j'ai toujours commencé en disant, je suis un praticien de terrain, et croyez-moi, ce que je vais vous dire ne correspond pour moi à aucun intérêt particulier. Aucun. Quel intérêt j'ai, si ce n'est une conviction profonde qu'il faut que la mort continue à nous dire cette parole d'interpellation qu'elle a à nous dire chaque fois que l'un des nôtres meurt, et que le cadre pour cela compte énormément. Le cadre compte énormément, et celui du domicile est particulièrement opportun pour que cette parole puisse être entendue et qu'à travers elle, nos vies soient interrogées sur leur sens. Vous voyez, on parle de quelque chose de profondément universel, de profondément humain. Il y a un enjeu spirituel derrière ça. Veiller un mort, c'est l'initiation universelle à la dimension spirituelle qui, vous le savez comme moi, est en train de s'évaporer dans les vies humaines. Voilà. Alors, les pouvoirs publics nous écoutent. Très bien. Le vote ultime à l'Assemblée nationale arrive. Je rencontre la députée rapporteure du texte, femme charmante, qui m'entend, qui me reçoit lors du déjeuner, longuement, qui perçoit tout ce que je viens de vous dire, et que je sens profondément gêné, la discipline. Bon. Alors je vais maintenant raconter la fin. C'est le vote de la loi. Alors premièrement, je dors. Il est 1h du matin, je dors sur mes 2 oreilles, je n'ai pas une seconde, vous voyez, malgré ce combat, je l'avoue, je sommeillais parce que je n'imaginais pas qu'il allait se passer quoi que ce soit de positif. Voilà. J'avais rendu ce combat juste, qui avait donné lieu, on pourra en parler, à des échos dans la presse absolument étonnants, avec vraiment une montée en puissance sur ce sujet. Mais moi je dors parce que je ne suis pas fébrilement dans une attente, ce n'est pas de l'indifférence, c'est le sentiment d'avoir fait ce que j'avais à faire. Et je crois que j'ai été réveillé par un SMS de Tuc Duhalderville, ici présent. Je crois que c'est le premier qui est arrivé sur mon portable, je ne l'ai pas vu tout de suite. Il devait être 7h30 du matin, moi je dormais encore. Et aux surprises,
l'Assemblée nationale a rejeté ce texte. Alors, comment ? Écoutez bien ce qui s'est passé. Je vais aller très vite. Première chose, nous avons une intervenante, donc la femme rapporteure, la députée rapporteure, dit il faut quand même que ce texte arrive au terme d'une procédure de concertation, etc. Il est juste, tout ce qu'on veut, mais il faut quand même qu'il y ait un débat. Étonnant, parce qu'il est l'heure du matin, j'imagine que le ministre a envie d'aller se coucher, et les députés, les rares députés qui sont là également. Et se lève une femme, ancienne ministre, d'ailleurs c'est que des femmes, je réalise, qui portent ce sujet, la mort est féminine. Et cette femme prend la parole et elle va raconter son histoire personnelle. Alors là, je peux vous dire, moi, en lisant les minutes de ce débat, devant mes enfants, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je ne pouvais pas imaginer mieux que ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire que cette femme raconte, parce que face à la mort, nous sommes à égalité et que nous avons tous en référence nos histoires personnelles. Et la sienne, c'est tout simplement la mort de ses parents, qui avaient voulu mourir chez eux, et qu'elle n'imagine pas, dit-elle en séance, qu'on ait pu entraver d'une manière quelconque le travail du thanatopracteur, la présentation des corps et cette veille qu'elle a vécue. Elle dit même à un moment donné qu'elle croit aux forces de l'esprit, en paraphrasant François Mitterrand lors de ses derniers vœux télévisés. Le tableau est complet. Et alors là, deuxième chose, aussi très étonnante, mais il faut l'assumer, la ministre se met à mentir. C'est-à-dire que la ministre, acculée à une sorte de bronca dans sa majorité sur un texte sur lequel elle s'y attendait fort peu, se met à sortir un texte, mais je ne mens pas, hein. Elle dit 17% des praticiens sont contaminés. Alors là, je peux vous dire que moi je les fais travailler tous les jours, s'il y en a un qui est contaminé par quoi que ce soit, on le sait, il n'y en a pas. 17%. Alors, l'intervenante que je viens de citer lui dit « mais vous voulez parler du sida ?» etc. Bon, alors, elle se perd un peu dans ses chiffres, on ne sait plus très bien, voilà. Et le texte n'est pas voté. Très bien. Donc une injustice, vous avez pris votre courage à deux mains avec toute la légitimité que vous avez grâce à cette grande expérience de terrain. Est-ce que au cours de ce parcours, vous êtes allé voir des élus, vous avez eu peur? Est-ce que vous avez pris des risques? J'ai eu beaucoup de peine pour mes confrères, beaucoup de peine, et j'ai eu la solitude d'un combat que j'ai trouvé trop solitaire. Et ça, c'est très difficile. Alors, bien sûr, en disant ça, je pense à tous ceux que l'Alliance Vita a menés depuis toutes ces années. Alors, avant qu'il y ait des foules dans la rue, il y a eu beaucoup de solitude. Bon, moi, c'est minus. C'est pas. Je sens bien que le sens de ma présence aujourd'hui est très symbolique. C'est le symbole, mais ça compte, les symboles. Donc, oui, j'ai eu le découragement de ne pas être soutenu, d'avoir l'impression de porter seul ce qui me semblait être une évidence, n'est-ce pas? Et j'ai eu aussi beaucoup de bonheur à voir que dans les territoires ultramarins, notamment à La Réunion, on se levait, parce que là-bas, les rites funéraires ont un sens, beaucoup plus que chez nous en métropole. Et donc, il y a eu une levée de boucliers extraordinaire, et ça m'a réconforté, mais je dois dire que le réconfort était de petite taille au regard de cette forme de désespérance. Peut-être faut-il dire aussi l'origine de ce texte. Hein, je pense que c'est important de le dire. Ce texte, figurez-vous l'origine n'a rien à voir avec ce dont je viens de vous parler, vraiment, je le crois. Il y a une liste de maladies infectieuses pour lesquelles la pratique des soins est interdite, n'est-ce pas? Parmi lesquelles l'hépatite C et le VIH. Très bien. Alors, moi, j'estime personnellement que cet interdit est anormal. Je confesse qu'en parfaite violation de la loi, j'ai procédé à des soins sur des personnes atteintes du VIH, et je l'assume très bien. Mais voilà que pour faire passer la réforme qui consiste à enlever cet interdit, il était donc question d'imposer à tout le monde, dans tous les cas, et non pas spécifiquement dans ces cas-là, de transférer ces corps dans les conditions que je vous ai dites, donc de nuire à cette douce veille des défunts, d'y nuire pour placer l'acte professionnel dans un cadre réputé plus conforme. Voilà. Donc on est dans deux réalités que je trouve sans connexion, aucune. Tout au plus peut-on reconnaître que pour la pratique de ces soins, dans ces cas particuliers de VIH, un transfert peut se justifier, sauf que si vous le dites comme ça, on vous dit discrimination. Donc vous voyez, là aussi, il y a des gens qui réfléchissent à l'Alliance Vita, et quand Hugues Duval m'a dit
c'est typiquement un exemple de la tyrannie des masses par les minorités. Voilà, il a mis des mots sur ce que moi je ressentais très profondément. Qu'a-t-on besoin de perturber quelque chose d'aussi précieux? Et les pouvoirs publics ne manquent pas d'arguments en séance pour valoriser la sensibilité de ces rites funéraires. Qu'a-t-on besoin de les perturber de façon aussi insidieuse et violente pour des raisons qui n'ont pas de rapport, selon moi? Très bien. Merci beaucoup, Christian de Quatcret, pour cet éclairage intéressant.